Bienvenue dans ce numéro de version croisée consacré essentiellement à la perception qu'ont les jeunes justement au processus électoral. Deux jeunes dans ce studio pour en parler. Je vous le présente rapidement. Jackson Lokadi Ndiaté, lui n'est pas un politique mais plutôt un analyste politique. Vous le constatez, c'est effectivement un jeune. Alors avec lui, nous allons parler de cette thématique qui s'affiche devant vous, justement la jeunesse face aux enjeux électoraux. Et en face de lui, c'est un jeune, mais un politique avéré. Il a fait carrière, ça fait beaucoup d'années déjà, 10 années plus ou moins. Jonathan Eloro, il est secrétaire général et porte-parole du Tous pour le Congo, TPC en sigle. Bonjour et bienvenue à vous également. Merci beaucoup, monsieur Maboura. Voilà, le décor est planté. Je vais placer le contexte rapidement. Il existe maintenant à Kinshasa une sorte de phénomène. On voit les jeunes aller se faire enrôler, des personnes qui préalablement ne s'étaient jamais intéressées à la politique, mais qui vont se faire enrôler accompagnés d'autres jeunes, certainement. Ceux-là veulent briguer un mandat, que ce soit aux législatives nationales ou provinciales, alors que de l'autre côté, la CENI a parlé d'un faible taux de participation ou une forte abstention des jeunes vis-à-vis de ce processus électoral. Que comprendre si les jeunes vont voter? Pour qui vont-ils voter? Mes deux invités sont là pour réfléchir, débattre. C'est une sorte de débat qui s'écarte un peu de ce qu'on a l'habitude de vous proposer à chaque fois. Je commence avec vous, Jackson Lokadi Ndiaté. Vous êtes constitutionnaliste. Vous avez fini il y a quelques années à l'université pédagogique, plutôt l'université protestante du Congo, l'UPC, sur 24 novembre. Alors on va parler des élections. On est bien briefés, vous et moi. Mais j'aimerais savoir, vous avez déjà votre carte d'électeur? Évidemment. Je me suis déjà fait, d'abord merci beaucoup pour l'invitation, et je me suis déjà fait enrôler il y a de cela une semaine et quelques jours passés. Avant la évidemment. Donc j'étais diligent, je m'étais fait violence, question de ne pas avoir des petites complications, parce qu'on ne sait pas trop, dans ce pays tout peut arriver. Vous êtes allé vous faire enrôler accompagné des gens ou vous étiez seul? Bon, je n'étais pas seul parce que j'étais avec quelques jeunes frères. On était à 6 ou à 7, on s'était décidé, fixé rendez-vous, d'aller le faire au même jour à l'école lycée Bolingani à Kintambo, à la commune de Kintambo. Et, chez mes faisans, on était ensemble et voilà, on était là à partir de 7h, vers 11h, on avait déjà nos cartes. Ok, vous n'avez pas fait appel à la masse, aux foules, pour peut-être vous filmer, pour vous en servir un peu plus tard, non? Et heureusement, non. Non, voilà. Alors, je commence avec cette question introductive à vous aussi, Jonathan Eloro. Je sais que vous êtes un politicien. Ça ne me choquerait pas de vous voir aller vous faire enrôler avec la masse parce que vous avez une base, certainement. Mais est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Non, je ne l'ai pas. Pourquoi? Je ne l'ai pas, malheureusement, faute de temps. Oui. Mais bon, j'ai les prolongations. Je crois qu'il me reste encore 15 jours, quelque chose comme ça. Jusqu'au... Pour le faire. Je pense 17 février, voilà. Il y a 25 Écoutez, jours vous savez, le débat sur Oui. l'enrôlement des jeunes, celui que vous décriez, l'enrôlement en masse. Je ne décris pas encore, je suis en train de constater. Bon, celui que l'opinion a tendance à décrier, il faut l'analyser sous un autre prisme. Oui. Vous avez là devant vous des jeunes qui, pour la plupart, sont attirés par l'exercice de mandats ou de fonctions politiques. Et le seul moyen pour eux d'exister, que ce soit médiatiquement ou sur le terrain, c'est le moment, des moments comme celui-ci. Vous avez des jeunes qui pendant 5 ans n'ont pas eu la chance, comme moi par exemple, de pouvoir être reçus depuis, ça va faire 6-7 ans que je passe sur ces plateaux. Oui. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu ça. Et le seul moyen pour eux de galvaniser leur soutien éventuel, De se faire connaître. c'est de se faire connaître. Est-ce que vous avez retenu le nom d'une banderole que vous avez vue dans la ville? Non, c'est plus une action en direction de leurs supporters. Je ne les attaque pas sur ce point de vue-là. Et le taux de participation que vous décriez, il est très faible pour la simple et bonne raison que la CENI n'a pas été à la hauteur des enjeux. Tout simplement. On va revenir sur la question de la CENI. Je voudrais juste savoir si vous avez votre carte. Après, je reviendrai vers vous pour aborder le vif de tout le sujet. Pour ce qui est de la carte, pour ce qui est des opérations qui nécessitent une pièce d'identité, j'ai mon passeport qui est encore valide.
D'accord, mais la carte, vous l'aurez donc. Certainement. Alors, Jackson Lokadi Njate, est-ce qu'après avoir obtenu votre carte, votre perception du processus électoral a-t-elle changé ou vous avez gardé toujours ce même moral-là? Évidemment, non. J'ai toujours la même morale, dans le sens où, malgré tout ce que nous voyons sur le terrain en termes d'organisation, parce que on ne doit pas oublier que les élections, c'est l'une des opérations les plus importantes dans une démocratie. Alors, les élections ne se résument non seulement dans ce que nous voyons partir, aller chercher la carte, etc. C'est vraiment une organisation, une structuration exceptionnelle. C'est quelque chose qui s'est fait une fois dans un quinquennat. Alors, déjà, dès le départ, on avait décrié le fait que la CENI nous avait proposé un mois, je crois. Un mois, c'était absolument insuffisant. Nous le savions déjà. Et malheureusement, le temps nous a rattrapés. Alors, étant donné que les élections sont constitutionnellement prévues et qu'après chaque 5 ans, il faut renouveler la classe obligatoirement, ce n'est pas une faculté. Ce n'est pas une faculté, c'est une obligation constitutionnelle. Et étant donné que la Constitution, c'est la loi mère, nous devons tous nous plier devant la Constitution. Alors, raison pour laquelle nous restons encore jusque-là optimistes que les élections seront bien évidemment organisées d'ici la fin de l'année. Malgré tout ce que nous vivons comme contre-performance des organisations. Justement, il y a toute une liste, elle a publié la fois, décriée par la MOUCA, l'Église catholique, contre-performance des machines qui ne marchent pas très bien, des agents qui ne sont pas très professionnels. Est-ce que ça vous inspire confiance, l'organisation de ce processus électoral? La CENI, vous, en tant que jeune, vous inspire confiance? Son président, notamment, Denis Kadima. Bon, par rapport à cette question-là, je dirais mi-figue, mi-raisin. Dans le sens où je m'aimerais d'abord faire un petit pas en arrière. C'est que moi, je déplore, c'est quoi? C'est que en 2018, la République avait déboursé beaucoup de moyens. On a acheté des machines, et, on a formé les agents, etc. Curieusement, aujourd'hui, on est en 2023, nous voyons qu'on a encore repris la même démarche. Et pourtant, c'est l'argent que la République avait déboursé. On devait au moins préserver tout ça, garder ça dans des très bonnes conditions, ça allait nous servir. C'est comme si la République n'avait pas du tout allé de l'avant, parce qu'on avait déjà une expertise. On va évidemment abandonner cette expertise pour chercher à avoir encore une autre expertise. C'est comme ça que nous voyons aujourd'hui, nous avons des cartes d'électeurs avec des photos noir et blanc, et pourtant nous avions déjà nos machines qu'on avait achetées avec beaucoup d'argent. Je me souviens de l'époque, comment est-ce que les gens étaient en train de décrier, une machine coûte autant, etc. Donc, en quelque sorte, sur le plan des élections, on n'a pas évolué depuis 2018 parce qu'on a beaucoup plus tendance à privilégier la procédure démocratique au détriment de la culture démocratique. C'est-à-dire, la démocratie pour nous ne doit pas consister à une procédure, mais à une culture. Nous devons ancrer en nous les valeurs démocratiques. Comment est-ce que la démocratie fonctionne? Quels sont les actes que nous devons poser pour sauvegarder notre démocratie? L'élection, comme j'avais dit tantôt, ne se résume pas dans cette procédure, j'ai pas voté, etc. Par exemple, on ne peut jamais avoir une élection démocratique dans un environnement non démocratique où, par exemple, les libertés fondamentales des citoyens sont violées. Tout ça doit être mis en synergie afin d'atteindre les objectifs escomptés. Maintenant, la question qu'on devait poser à nos autorités, quels sont les objectifs qu'eux, ils se sont fixés? Parce que nous, comme peuple, nous connaissons nos objectifs. Est-ce que la CENI, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, consolide-t-elle cette démocratie-là? Malheureusement, non. Parce que déjà, par exemple, à la question des outils, notamment les machines, les agents, etc. Donc, ce qu'on avait acquis légèrement en 2011, 2018, on a essayé de consolider, notamment avec des machines. Il y a des gens qui boudaient ces machines, etc. Mais ça fait leur preuve. Alors, on devait continuer dans cette logique-là. Et non recommencer encore et aller nous chercher d'autres technologies, des photos noir et blanc, etc.
tout ça, qu'on engage de nouvelles personnes, alors qu'on avait dans la base des données d'anciens agents. Évidemment, tout à fait. Et pourtant, tout ça, en principe, ça ne fait pas avancer la République sur le plan démocratique. Alors, en cette fin d'année, il y aura des élections générales. On commencera par des élections couplées, la présidentielle et d'autres élections. Justement, Jonathan Hello, je vais revenir vers vous. Alors, donc, l'enjeu électoral est tel que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déjà fait 5 ans. Il reste un autre mandat renouvelable. Et il pourra rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Évidemment. Justement. Est-ce que les jeunes actuellement comprennent tous ces enjeux électoraux avec les candidats, d'autres candidats dont la candidature sont menacées, les candidatures sont menacées? Je parlerai de Matata Pogno, je parlerai de Moïse Katumbi, etc. Les jeunes qui vont prendre leur carte d'électeur, c'est pour les élections ou c'est juste pour avoir une carte d'identité? Évidemment, d'après mon humble avis, je pense que c'est vraiment la lancinante question. La lancinante question qui revient, parce que lorsque nous voyons notre jeunesse, vous avez dit tantôt que vous allez revenir sur la manière dont il y a certaines personnalités, certaines personnes, etc. Oui, je me pose la question. Je me pose la question sur les niveaux de la jeunesse congolaise. Alors, cette question me pose directement également, me poser une autre question. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse à se comporter de cette manière-là? C'est ça une autre question. Parce que moi, je me dis personnellement que nous devons avoir la conscience des échecs et du désastre que nos parents nous ont laissé. Nos parents nous ont laissé, c'est-à-dire nos parents, eux, lorsqu'ils étaient des jeunes dans cette République, ils ont eu la grâce d'étudier avec des bourses. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'ici, à Kinshasa par exemple, à l'hôpital des références Mama Emo, quelqu'un pouvait se réveiller le matin, il est malade, il s'y rend à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, il s'est fait consulter gratuitement. Et à la fin, on lui fait une ordonnance pour aller prendre les médicaments à la pharmacie. Et tout était pris en charge par l'État. Mais aujourd'hui, regardez dans quelle situation la jeunesse est en train de vivre. Tout est par terre, à telle enseigne que même l'enseignement est absolument par terre. Donc, c'est en quelque sorte une jeunesse qui est totalement sacrifiée. Les facteurs qui font que la jeune ou la jeunesse ne comprennent pas vraiment les enjeux électoraux. Évidemment. Parce que leur problème se trouve ailleurs. Alors, on va revenir vers vous, Maître Jonathan Hello. Vous êtes politicien, donc je vais poser les questions autrement. C'est que l'engagement civique et politique de la jeunesse même se trouve dans le rôle qu'incarnerait un parti politique. Vous êtes membre d'un parti politique, mais on vous reproche, vous, de ne pas suffisamment former les jeunes. Vous leur montrez autre chose en politique, on vient pour se faire de l'argent. Que répondez-vous à ça? J'aimerais préciser que je suis avocat à la base. Ouais, vous êtes c'est pas mon métier. Avocat, vous êtes membre d'un parti politique. Vous êtes homme politique. Voilà, juste pour restituer le contexte. Oui. Non, je pense, comme l'a dit le jeune frère Jackson, c'est que il y a aujourd'hui un désenchantement de la jeunesse vis-à-vis de l'activité ou du monde politique. Remarquerez qu'aujourd'hui, nous vivons à une époque où une candidature se fait annoncer de manière spectaculaire. Je parle de celle de M. Délice Sanga qui s'est déclaré candidat récemment. C'est spectaculaire, son annonce? En tout cas, c'est inédit. C'est inédit. Vous me recevrez peut-être un jour, je vous dirai ce que j'en pense. Mais non, il n'y a pas de problème. C'est inédit de voir quelqu'un qui met... Parce qu'il a donné l'exclusivité à Jeune Afrique? Il n'a pas donné l'exclusivité. Je viens de voir sur Télé 50 aussi. Celui qui a donné l'exclusivité à Jeune Afrique s'appelle Félix Tshisekedi. Okay. C'était un titre qui disait je pense que je veux une deuxième réélection ou je veux une élection ou quelque chose comme ça. C'était en gros titre. Donc c'est lui qui a donné à Jeune Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le paysage politique, il ne donne plus envie. Pourquoi? Parce que les hommes politiques ont échoué dans l'art de la séduction en politique. Vous savez, moi j'ai grandi dans ce pays, il y avait un parlement dirigé par le président Vital Kamerhe. J'étais à l'école à l'époque. Mais on rentrait, je me souviens avec mes copains, on quittait l'école Monseigneur Bokele allait à pied pour courir, rentrer avant 12 h parce que le parlement allait commencer.
Est-ce qu'il y a ce genre d'engouement aujourd'hui encore autour de la politique? Je pense que non. Aujourd'hui, tous les politiciens sont devenus des blogueurs. Tous les hommes politiques sont devenus des Nilé Cyprime. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est je ne sais pas si je suis autorisé à dire le mot que lui emploie souvent, mais c'est des gens à la quête permanente de buzz. Comment, dans un pays sérieux, un homme politique peut être sérieux par un fait? Félix, Et vous voulez que quel jeune s'identifie à ça? On a fait la même université. Il y a une crise de modèle d'après vous. Il y a vraiment plus de politiciens qui inspirent les jeunes. Vous, qui vous a inspiré, par exemple? Vous avez nié ici votre statut, votre casquette. Je ne l'ai pas nié. Vous avez réajusté. Justement. Alors, qui vous a inspiré? Moi, personnellement, après, moi, j'ai grandi avec plusieurs télés étrangères. Donc, je suis plus proche de Nicolas Sarkozy, et l'époque MLC aussi, la vraie MLC. Le vrai MLC, c'est-à-dire avec Jean-Pierre Bemba un peu moins. Oui. C'était le chef. On parle en termes de trucs. Il y avait Thomas Louaka, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Germain Kambinga, qui nous a fait rêver. Délice Sanga, tout naturellement. Jean-Lucien Boussa de l'époque, pas celui... mais au moins, l'opinion, c'est que Jean-Pierre Bemba était entouré des têtes, si je peux me permettre. Mais pas que. Lorsque vous regardiez au PPRD à l'époque, en tout cas, vous prenez la législature 2006-2011, je me souviens de l'émission qui se faisait ici, Fauteuil Blanc. On sentait passer des têtes. C'était pas n'importe qui venait. Il n'y avait pas des Fimbu, Mbanga, tout ça. Non, c'était je suis même tenté de dire des vrais hommes d'État. Okay. Je suis fan de la République des grands hommes. Je suis fan des gens comme, je l'ai toujours dit sur ce plateau, des gens comme des vieux, comme à l'époque, qui sont vieux aujourd'hui, mais qui étaient jeunes à l'époque. Oui. Au moment de la conférence nationale, vous avez l'époque Jean-Marie Aîné, tous ces gens qui débutaient, les jeunes Turcs. C'est eux qui ont fait le vrai mouvement du rajeunissement. Il y a eu ça avec la vague 2006, avec la nouvelle vague. Il y a eu le papa M. Kanga, par exemple. Il y a eu M. Kanga Jean-Paul à l'époque. Il y a son fils aussi qui aujourd'hui inspire bien de monde. Okay. Mais cette frange est minoritaire aujourd'hui. Aujourd'hui, la frange qui est la plus bruyante, la majorité que l'on entend, c'est la majorité des gens, des péteurs, si je peux dire. C'est les gens qui crient. Donc aujourd'hui, la politique rime à quoi en fait? La politique rime, vous allez voir, la campagne de plusieurs gens, je tacle un peu, mais c'est un tacle gentil. Il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui sont candidates. Leur seul fait politique aura été d'avoir été lancé ou d'avoir été dédicacé dans une chanson ou en boîte de nuit. Ça sera ça leur fait politique. Aujourd'hui, comment vous imaginez que quelqu'un qui vous dit « je veux être candidat, député ou je ne sais pas moi quoi », il dit « je veux être candidat », mais quand vous prenez votre téléphone devant lui, vous regardez son nom sur Google, il n'y a que ses photos Twitter, ses photos Instagram et Facebook qui apparaissent. Donc, pendant 5 ans, depuis la dernière élection, il n'a jamais participé au débat. Pas une fois. Il n'a jamais fait une proposition sérieusement. Mais c'est lui qui viendra vous dire qu'il veut changer les choses. Est-ce qu'il a d'abord conscience de ce qu'il attend? Heureusement, il ne faut pas oublier que dans le calendrier électoral, il y a cette subdivision qui fait que vous avez comment on appelle ça, les élections présidentielles, les législatives nationales et provinciales, mais également les élections locales. C'est ça, je pense, qui permettra à la jeune génération, enfin aux jeunes générations de venir. Mais il ne faut pas oublier, je terminerai par là, il ne faut pas oublier que les jeunes qui vont voter jusque-là se situent jusque 2004. 2004, ceux qui sont nés en 2004, ce seront des primo-votants, comme on dit. Des primo-votants, donc il y en aura beaucoup. Et je pense qu'il faut laisser. Est-ce qu'ils savent vraiment pour qui ils vont voter? Parce que c'est pas le moment de savoir. Je sais que c'est pas le moment, c'est vrai, mais je me souviens lors des dernières élections, j'étais là dans la salle où on vote, dans le centre de vote, je voyais des bureaux plutôt de vote, je voyais des gens qui ne savaient même pas pour qui ils allaient voter aux législatives, que ce soit provinciales ou nationales, ils ne connaissaient que le président de la République pour qui il allait voter en ce moment-là. Alors là, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais je vais profiter de votre question pour lancer un appel à travers cette caméra-là. Oui. C'est l'une des premières fois que je découvre Jackson sur un plateau, et je tiens à saluer son courage. Oui. Parce que les plateaux comme ceux-ci ont tendance à effrayer les jeunes. Oui. Mais je tiens à dire à tous ces jeunes qui sont à la maison, qui veulent être candidats, qui sont candidats, qui aspirent à faire de la politique ou qui ont des idées surtout à mettre sur la table.
Le monsieur que vous voyez, la chaîne que vous voyez, est un outil qui va vous permettre d'éviter de perdre des élections comme ça. Pourquoi je le fais en direction des jeunes? Pourquoi? Je voudrais bien savoir. Parce que vous avez dans les circonscriptions des vieux routiers de la politique. Ils viennent ici sur tous les plateaux. Ils sont là, ils sont sur tous les terrains, sur tous les fronts. Vous avez des jeunes comme nous autres. Je ne sais pas si moi, on peut me classer encore. C'est pour ça que je vous ai téléphoné, parce que j'ai vu que vous êtes encore jeune. Qu'on me présente comme étant un jeune. Oui. Donc voilà. Et vous avez des jeunes, un autre groupe de jeunes qui a commencé à militer quelque part 2013, 2014, 2015, 16 aussi un peu, qui était participé de manière active ou passive aux élections de 2018. Et vous avez un troisième groupe de jeunes qui aujourd'hui se concentrent sur les réseaux sociaux. Ils sont sur Twitter et sur TikTok et sur Facebook, Instagram aussi. Et ils se contentent de ça. Et conséquence, il faut alimenter les images. Donc, je vais prendre 15 membres de ma famille, 15 copains, 3 voisins, ça me fait 33 personnes, plus moi-même 34. On va aller dans un centre, on va faire de belles photos et on va faire comme les grands. Qu'est-ce que font les grands? Ils font des bains de foule. Ils mettent un costume avec une belle cravate, un peu comme vous là. Et conséquence, les gens qui les ont vus, déjà même, je ne sais pas pourquoi on continue de faire ça, parce que Bozomi ni Sapamba, parce que les gens qui vous voient les dépasser dans la file se fâchent. Vous imaginez quelqu'un qui a fait la queue depuis le matin, depuis 6 heures. De 6 heures jusqu'à 12 heures. Et il voit un jeune comme mon frère Jackson, Lokadi, il le voit venir avec sa bande de copains, il dépasse, il se fait enrôler, il rentre chez lui et à la fin il dit je sensibilise la population. Mais pas combien de temps? Alors, je vais revenir vers vous. Jackson, avant que l'on prenne notre question là, est-ce que vous pensez que le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi a permis à hisser un peu le niveau des débats politiques qui est le point de départ pour inspirer même les jeunes gens à la politique? Moi, je dirais plutôt... Que ce soit les débats politiques, mais que ce soit même comment on a géré la chose publique. Bon, moi, je dirais plutôt, d'après mon humble avis, que ce qui peut réveiller la jeunesse, c'est d'abord ou tout d'abord en premier lieu, l'éducation. Alors, la question, c'est où en sommes-nous avec l'éducation? Alors, par rapport à ça, nous disons coup de chapeau pour la gratuité que c'est tramé. Ce qui reste, c'est la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement, pourquoi? Parce que vous vous rendrez compte avec moi qu'à ces jours, notre pays, toutes les institutions universitaires que nous avons ici, n'ont plus du tout la valeur qu'elles avaient avant. À telle enseigne qu'en ces jours, lorsqu'on cite en Afrique on cite en Afrique des 100 bonnes universités africaines, aucune des nôtres ne paraissent là-bas. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons sacrifié la jeunesse. Parce que lorsqu'une jeunesse n'est pas formée, on reviendra sur ça. Parce que moi, je ne vois pas un jeune là bien formé, bien instruit, qui ira suivre quelqu'un pour aller se faire enrôler. Vous voyez un peu. Donc c'est-à-dire, je m'attaque directement à ces autorités. Alors, on parle maintenant de ce fait-là, de cet épiphénomène où on voit de personnes qui tombent comme le cheveu dans la soupe, aller se faire enrôler et se faire accompagner d'un grand monde. J'ai même lu quelque part sur WhatsApp quelqu'un dire il n'y a pas de saut métier sauf aller accompagner quelqu'un à se faire enrôler. Alors, comment comprendre cette chose? Jackson, il a fait. Oui. Il est parti avec 6 personnes. Non, il est allé avec 6 personnes juste pour ne pas s'ennuyer. C'est pas pour que ces gens l'accompagnent, pour ne pas s'ennuyer devant le centre d'inscription et d'enrôlement. Alors, comment comprendre ce phénomène-là? Moi, j'ai vu, je vais citer le nom parce qu'ils ont rendu ça public, j'ai vu la fille d'un homme de Dieu, M. Coutinho, aller se faire enrôler, accompagner des gens, de notre homme de Dieu, de notre qu'on appelle apôtre. J'ai vu beaucoup de jeunes gens qui prient, d'autres qui ne prient pas, des jeunes qui ont fait l'université, qui vont se faire enrôler, accompagner des gens et qui espèrent briguer un mandat, que ce soit au national ou en provincial. Comment expliquer ça actuellement? Est-ce qu'on y va parce qu'on a entendu ce débat sempiternel sur le 21 000 $ ou parce qu'il y a une nouvelle vocation politique qui est en gestation chez les jeunes? Vous savez, il y a une particularité en RDC,
en RDC, allais-je dire, c'est que nous avons des politiciens véreux. Alors, ces gens-là sont prêts à tout pour s'effrayer un chemin pour arriver à l'Assemblée nationale. Alors, ils en profitent justement avec des discours fallacieux pour approcher justement cette jeunesse, pour amadouer la jeunesse, pour se servir de la jeunesse afin d'atteindre leurs propres objectifs. Et justement, c'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle moi, j'aimais beaucoup plus la jeunesse en cause. Tout simplement, je vous avais dit tantôt que la conscience de l'échec et du désastre que nous avons reçu de nos parents doit ipso facto nous conduire à une prise en compte de nos responsabilités. Parce que n'oubliez pas, il y a un adage qui dit les triomphes du mal n'est que dans l'inaction des gens de bien. Ces gens-là en profitent. Ils en profitent parce que ce qui est sûr, ce sont des loups, ce sont des loups déguisés en brebis. Ce ne sont pas du tout des brebis. Donc ils viennent là, c'est pour leur intérêt égotiste. Ils ne sont pas là pour ce peuple-là. Alors ils se servent de la population pour atteindre leurs objectifs. Et justement, là, la responsabilité politique de nos dirigeants est engagée. Parce qu'il y a plus d'une décennie que nous constatons l'abrutissement de la jeunesse congolaise. Lorsque les jeunes n'arrivent plus à penser, à réfléchir par eux-mêmes, ça pose un problème. Alors ces gens-là, nos politiciens véreux, s'en servent pour atteindre leurs objectifs au détriment de l'intérêt général. Parce que sur toutes les lignes, lorsque nous observons, lorsque les jeunes vont accompagner ces gens-là, tel que je l'avais dit tantôt, je ne vois pas du tout un jeune qui est bien instruit, qui va se réveiller un matin, et pour aller accompagner une personne qui aimerait retirer sa propre carte. Alors ces gens-là... C'est de la propagande ou de la campagne déguisée en fait. Tout à fait. C'est vraiment de la propagande d'une manière sournoise. C'est-à-dire d'une manière sournoise, on cherche à attirer l'attention des autres, à faire voir aux autres que moi je suis fort, enfin de faire monter les enchères. Mais c'est pratiquement, c'est vraiment, allais-je dire, une pratique à n'est pas encouragée. À n'est pas encouragée. Nous décrions cela. Mais moi, personnellement, je me remets du côté des jeunes. Du côté des jeunes, parce que je vois que la jeunesse que nous avons présentement n'a pas la conscience de la chose publique. La jeunesse qui s'est fait amener de gauche et à droite pour des intérêts égoïstes, à telle enseigne que cette jeunesse-là ne se retrouvera en rien dans tout ce que ces soi-disant politiciens sont en train de faire. En 2023, d'ici la fin de l'année, oui. Aujourd'hui, lorsqu'ils étaient là en 2018, ils étaient venus vers le peuple. Ils ont eu leur mandat, ils sont entrés au Parlement. Après, ils étaient complètement disparus. Complètement. Alors aujourd'hui, ils rentrent encore avec des discours que je pourrais appeler des compliments hypocrites faits par intérêt, des flagorneries justement. D'accord. Pour flatter cette jeunesse-là, afin d'obtenir, comme d'habitude, ceux qui se sont déjà habitués à prendre auprès d'eux, et après, demain, ils iront, justement, tel que mon collibateur était en train de dire, ils vont commencer à se pavaner avec leurs 21 000 $. Ah, j'ai pas dit ça, moi. Non, j'en fais pas. Il a dit autrement. Oui. Ils auront des palissades aussi, tout ça, etc. Non, mais si Alors, j'aimerais rebondir sur ce qu'il a dit, oui. pour évitons de faire l'amalgame. Il y a aujourd'hui, dans ce pays et dans chaque pays, certains us et certaines coutumes qui sont reprises propres au système électoral congolais. Lorsque vous vivez en France ou vous vivez en Belgique, le retrait d'une carte d'électeur ne nécessite pas une campagne particulière. C'est un acte banal. Lorsque vous vivez au Congo, c'est un acte, c'est un événement. Pour la simple et bonne raison que c'est le signe annonciateur. Les nouveaux majeurs qui n'ont pas de carte d'identité, c'est le moment pour eux d'avoir une pièce d'identité. C'est le signe pour ceux qui attendent les élections que les élections arrivent. Et les élections ici, dans ce pays, déterminent le nombre de sièges des élections législatives. Justement. Donc, il est de l'intérêt de tous les candidats de maximiser les électeurs dans leur circonscription pour pouvoir bénéficier du plus grand nombre de sièges aux prochaines élections. Ces événements sont liés.
Lorsque vous êtes en France, que vous soyez dans le Val d'Oise ou dans le Val-de-Marne, vous avez tous le même nombre d'électeurs, de sièges. Oui. Alors que lorsque vous êtes au Congo, vous êtes à Katarokombe, vous n'avez pas le même nombre de sièges que la Lukunga qui est à Kinshasa. C'est ça qui fait que la démocratie congolaise est une démocratie en construction et c'est une démocratie à la fois atypique, ce qui la rend à la fois belle et énigmatique. C'est que quand il dit la cette jeunesse... démocratie ne sert pas vraiment au développement du pays. Comment on peut la considérer belle? La démocratie sert au développement du pays. Notre démocratie. Oui, la démocratie sert au développement du pays. Je ne peux pas laisser dire que la démocratie est antinomique au développement. Non, notre démocratie, en l'occurrence, justement, oui, je tiens telle qu'elle se déroule. Les mots de Joseph Kabila qui disait il ne faut pas à un moment que la démocratie ne coûte plus cher que le développement. Et pour ça, vous savez, les élections, c'est le seul projet dans ce pays qui atteint 1 milliard de budget et qui obtient 1 milliard de budget. Il n'y a pas un autre dossier. Pour revenir sur ce que je voulais dire, il ne faut pas généraliser la jeunesse. Ce n'est pas toute la jeunesse qui est perdue. Non. Il y a une jeunesse consciente. Il y a une jeunesse consciente, il y a une jeunesse éveillée, il y a une jeunesse réveillée. J'espère que vous et nous en faisons partie. Aujourd'hui, il y a une jeunesse plutôt désabusée. Une jeunesse, pas toute la jeunesse. Il y a une jeunesse consciente. Une jeunesse, pas toute la jeunesse. Il n'y a pas de jeunesse opportuniste aussi? Il y a une jeunesse opportuniste aussi. L'histoire des 21 000 $. C'est vrai, on attaque les jeunes sur ça. Mais même les mamans Marie là, qui veulent être candidates, grand bien lui fasse, j'espère qu'elle gagnera, ou du moins qu'elle en a les compétences. Il faut accepter à un moment que l'engagement n'est pas forcément mercantile ou, je sais pas qu'est-ce que, lié au lucre. Il y a des engagements réels. Après, si vous avez besoin de modèles, moi je peux citer par exemple, si vous entrez au Parlement, vous pouvez prendre exemple sur Délice Sanga, qui depuis 4 ans dénonce justement le salaire des députés. Lorsque l'histoire du 21 000 $ est sortie, il était le seul à venir dire aux gens oui, le train de vie des institutions. Il fallait la réduction du train de vie des institutions. Il y a moyen. C'est de la jeunesse tout ça. C'est des gens qui, aujourd'hui, ce pays-là a été dirigé. Quand on voit tous ces jeunes-là qui n'ont jamais fait la politique, je précise en tout cas, qui dans le débat politique n'ont jamais intervenu, oui, se faire enrôler, aspirer à devenir députés provinciaux, députés nationaux, c'est la démocratie qui gagne. Absolument. C'est la démocratie qui gagne parce qu'on comprend que maintenant, pour avoir le pouvoir, il faut passer par les urnes. Il fut un temps dans ce pays, M. Kouba-Bourante, oui, où pour avoir le pouvoir, on disait à des jeunes, prenez les armes, allez attaquer Kinshasa. Aujourd'hui, c'est plus possible. Parce que cette jeunesse comprend qu'il faut, la seule arme qu'on peut avoir, c'est le bulletin de vote. Et dans ce pays, pour avoir le bulletin de vote, il faut passer par l'enrôlement. Après, la manière laisse à discuter. Moi-même, je me plais parfois à taquiner ce genre de personnes qui n'ont pas fait montre d'un engagement particulier, se réveiller un bon matin. Mais je me dis, tant qu'on y est, on est dans un pays, mon frère, qui contient 80 voire 75% de population jeune. Quoi de plus normal de voir que sur 75% de 100 millions d'habitants, il n'y ait que 10 000 qui se présentent à une élection. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les concours qui se passent, les concours pour la fonction publique, les concours de magistrats, les concours de l'IGF, les concours de tout ce que vous voulez, allez voir le nombre et comparer avec le nombre de places, le nombre de candidats, et comparer le nombre de places, des places, les sièges à pourvoir. Oui. Vous verrez que c'est toujours de l'ordre de 500 à 600%. Ce n'est pas un phénomène propre à la politique. Je ne sais pas comment vous avez été engagé à Télé 50, mais je suis persuadé que pour la place que vous occupez, vous n'étiez pas le seul jeune. Je suppose. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. On est dans un pays jeune, s'il vous plaît. J'espère avoir le même temps de parole que Jackson. Oui. On est dans un pays jeune. Il faut accepter de vivre avec l'air de son temps. Mais seulement, il faut que cette jeunesse, dans sa globalité, puisse savoir qu'il y a un objectif. Le buzz, c'est bien. Les photos sur les réseaux, c'est bien. Mais l'efficacité, c'est mieux. C'est quoi l'efficacité? L'efficacité, c'est ce dont je venais de parler. Vous avez quelqu'un qui vient, qui attend de 6h à 12h. Il ne reçoit pas sa carte.
lorsque vous venez le sensibiliser, ça c'est un conseil que je donne gratuitement d'ailleurs, sans vouloir passer pour un donneur de leçons, vous venez, vous aidez ces gens à obtenir leur carte. C'est le meilleur moyen de se faire connaître de ces gens. C'est le meilleur moyen de sensibiliser. Tel qui n'a pas de carte, vous lui expliquez comment faire pour avoir une carte. Faites des vidéos, vous expliquez où obtenir les actes de naissance. Qu'est-ce qu'on fait lorsque vous perdez votre carte d'électeur? Beaucoup de gens ne savent pas. Alors faites des vidéos, comme vous aimez les réseaux sociaux, comme nous aimons les réseaux sociaux. Dites aux gens comment obtenir leur pièce d'identité perdue. Donnez des conseils pratiques. C'est la meilleure sensibilisation. Mais quand vous venez, vous les doublez. Comme j'ai dit tout à l'heure. Ils vous voient avec les médias, avec vos supporters. Vous attirez le mauvais œil sur vous. C'est pour ça que je dis, pour conclure, je vous demande là vous parlez moi comme un politicien, ça c'est non, je ne suis pas un politicien, je suis avocat, je vous ai dit. Pour conclure, aujourd'hui, la jeunesse, dans sa globalité, n'a qu'un seul rêve. Faire de ce pays un pays plus beau qu'avant. Si les urnes sont le seul moyen pour les jeunes de changer les choses, alors je leur dis aux urnes citoyens. Si le moyen de voter, le seul moyen pour voter, c'est de s'enrôler, je leur dis, enrôlez-vous, chers citoyens. Voilà. Donc, d'après Jonathan Hello, le problème, ce n'est pas ce grand nombre de jeunes qui vont se faire enrôler et qui veulent briguer un quelconque mandat, mais c'est dans la procédure. Dans la procédure, ils procèdent de la même manière que leurs aînés, alors que peut-être... les mêmes causes produiront les mêmes effets. Alors que peut-être que les choses ont évolué entre-temps. Justement, ce que moi je suis en train de dire, c'est que je parlais de la jeunesse dans sa globalité. Oui. Alors, lorsque nous voyons, certes, il y a une certaine catégorie des jeunes qui est vraiment éveillée. Alors, mais lorsque nous faisons une comparaison, une étude comparative, la majorité des jeunes ne sont pas du tout éveillés. C'est ça le problème. La majorité ne sont pas instruits. Alors, vous parliez tantôt des élections. Le problème, c'est quoi? Lorsque vous avez les gens qui ne maîtrisent pas les enjeux, parce que les élections, ce n'est pas comme ça que nous voyons. C'est-à-dire que quelqu'un va se réveiller un matin et il va aller faire quelques dons. Déjà, le fait pour ces gens-là d'accepter les dons, ça prouve à suffisance qu'ils ont quelques déficits quelque part. Parce que moi, je ne me vois pas aller quelque part, quelqu'un me donner, je ne sais pas moi, de l'argent ou quoi, et je vais m'engager à élire la personne. Ce sont des pratiques que nous devons bannir. Et pour arriver à bannir ces genres de pratiques, nous devons justement former la jeunesse, dire à la jeunesse que nous avons une responsabilité dans cette République. Comme j'avais dit tantôt, les triomphes du mal n'est que dans l'inaction des gens de bien. N'oublions pas qu'en politique, tous les moyens sont bons. Alors, si jamais pour ces soi-disant politiciens, aller avec la masse, avec une marée humaine, ça leur permet d'atteindre leurs objectifs. Ils sont prêts à tout. Mais c'est nous, la jeunesse, nous devons nous remettre en cause. Nous devons nous remettre en cause. Dans tout ça, qu'est-ce que nous gagnons? Parce que, je suis désolé, mais la jeunesse congolaise se comporte d'une manière obséquieuse vis-à-vis de nos acteurs politiques. Et pourtant, nous avons des politiciens véreux. Ils ne sont pas là du tout pour l'intérêt général, mais plutôt pour l'intérêt partisan, intérêt personnel, intérêt égoïste. Alors, pour moi, la minorité des jeunes, évidemment, on en fait partie. Vous étiez tantôt en train de parler des rôles des partis politiques. Nos partis politiques, nous avons des partis politiques qui ne font, je dirais, absolument rien. Des partis politiques qui sont carrément des mallettes complètement vides. Le parti politique n'arrive pas du tout à jouer leur rôle, notamment vis-à-vis des jeunes. Ces partis politiques ont la responsabilité de former la jeunesse, notamment par des conférences, des colloques, et j'en passe. Mais que font-ils tous ces partis politiques? Absolument rien. Ils sont là en train de chercher comment arriver au pouvoir
pour se servir. Et pourtant, lorsque nous parlons... Oui, servir le pouvoir, mais le parti politique a aussi la mission de former civiquement ses militants. La mission première, c'est de conquérir le pouvoir. Et par tous les moyens. Alors, on va terminer rapidement. Je vais vous donner à vous deux un petit temps de parole sur cette autre question épineuse. C'est cette question menace même l'unité nationale. C'est le tribalisme, la xénophobie, la discrimination. On a vu des personnalités politiques devant les caméras indexer un tel candidat qui ne serait pas congolais et autres, alors que l'on sait que notre nation est nation parce qu'il y a cette unité. Alors, qu'est-ce que le jeune pense de cette problématique du tribalisme, de l'indexation, etc. Je commencerai avec vous pour terminer avec vous, Jonathan, puisque ce sera aussi les mots de la fin. Alors, quel regard vous posez, vous, sur le tribalisme, l'indexation et les partis politiques dans l'aggravation même de la situation? Merci beaucoup pour la question. Alors, le tribalisme, c'est vraiment un cancer qui ronge la société. Alors, il y a le tribalisme, malheureusement ici au Congo, même lorsque nous parlons des partis politiques, dans nos partis politiques, les gens sont réunis par quoi? Par les tribalismes, par les régionalismes, par les clanismes, malheureusement. Et pourtant, il y a... Est-ce que c'est le cas chez les jeunes aussi actuellement? Les jeunes sont aussi ancrés dans ça, dans le régionalisme, tribalisme? Non, mais le problème, c'est quoi? On ne peut hériter que c'est que nos parents sont en train de faire, malheureusement. Certes, il y a certains jeunes qui sont éveillés, qui essaient de voir les choses autrement. Mais malheureusement, si jamais vous êtes avec votre père qui se comporte d'une certaine manière, vous avez 90% des chances de suivre ce que votre père était en train ou soit est en train de faire, malheureusement. C'est-à-dire, nous nous retrouvons tous, parce que nous voyons même des politiciens à la télé essayer de auréoler cela, malheureusement. Ça ne nous aide pas du tout pour aller de l'avant. Alors, nous avons besoin... de solutions rapidement, si possible. Ouais, des solutions rapidement, et nous avons premièrement besoin que la loi sur le parti politique soit respectée. Parce que cette loi-là oblige à tous les partis politiques de faire... le terme, je pourrais appeler ça comment? Voilà, d'une autre manière, dans chaque parti politique, ces partis politiques doivent, allais-je dire, respecter leur rôle. Bon, pas les rôles, mais dans les sens de nos tribus. C'est-à-dire dans un parti... Le parti doit être national. Tout à fait, le parti doit être national, mais il y a les termes que je suis en train de chercher qui ne viennent pas. Oui. Deuxièmement, le parti, parce que mon co-débatteur disait tantôt que les partis politiques sont là pour chercher le pouvoir, évidemment. Mais chercher le pouvoir, pourquoi? C'est ça la bonne question. Parce que nous voyons ailleurs, lorsque les gens se battent pour arriver au pouvoir, c'est pour apporter des solutions aux maux de la société. Mais malheureusement, ici, les gens sont en train de se battre. Les gens tiennent mordicus à arriver au pouvoir pour commencer à se servir au détriment de l'intérêt général. C'est là où les bas blessent. Justement, c'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que les votes des jeunes... Terminé par là, oui. Le vote des jeunes est révolutionnaire dans le sens où les jeunes, par rapport aux personnes âgées, les jeunes sont épris du changement. Merci. Les jeunes sont épris du changement. C'est votre dernier mot, Jonathan Hello. Je vais renchérir un peu cette question. On dit que Moïse Katumbi n'est pas un Congolais. Il aurait telle ou autre nationalité. Avant, c'était avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, ça s'aggrave encore davantage à l'approche des élections. C'est le tribalisme qui nous divise. Dans le Grand Katanga, c'est vraiment une affaire courante. Vous, en tant que jeune avocat, quel regard portez-vous sur ça? Je donnerai surtout mon avis en tant que Congolais. Je ne suis pas fanatique des étiquettes. Aujourd'hui, le tribalisme, il faut qu'on se dise une vérité. Le tribalisme fait partie de l'ADN du Congolais. Ce pays a été bâti sur fond de tribalisme. Monsieur Jean-Marie, laissez-moi toujours appris une chose. Le Congo est né sur un lit infesté et il s'en est levé contaminé. Quelle a été la base du système éducatif avant 1960? J'entends le nom de mon frère. J'ose croire qu'on est du même coin. Oui, vous avez dit ça, c'était là que m'a fondé. Voilà. Donc, parce qu'il y a beaucoup de surprises. Ok, c'est vrai ça? Évidemment. Voilà. Donc, il peut... Ça fait pas tribalisme là? Pas du tout. Ok, allons-y. Pour la simple et bonne raison que
si on habite le même quartier, vous et moi, ça fait pas... Le tribalisme, c'est la préférence liée à l'appartenance. C'est ça la nuance. Ce n'est pas la fierté de dire qu'on appartient au même point. Il faut que la préférence Congo, au détriment. C'est ça le problème, non? C'est que, voilà, le jour où j'ai le choix entre vous et Jackson, je choisis Jackson parce qu'il est de ma tribu. C'est là que le tribalisme intervient. Évidemment. Okay. Ce n'est pas parce qu'on discute et voilà. Non. Donc je veux dire que ce pays est né déjà sur fond de tribalisme. Et c'est comme ça que dans l'hymne national, on parle de pays unis par le sort et unis dans l'effort. Parce que c'est un travail qu'on demande à chacun d'entre nous. Pour le vivre ensemble, nous pouvons être unis dans la diversité. Nous pouvons. Et c'est ça, aujourd'hui, que je vois arriver. Vous constatez que ceux qui attisent les flammes du séparatisme ne sont pas jeunes, pour la plupart. Les vieux politiques. Pas, parfois, c'est même des gens qui n'ont plus rien à perdre. Quand vous avez quelqu'un qui est élu depuis sur un plateau d'argent à Boudjala ou je ne sais pas moi où, et qu'il gagne des 40 000 voix, 50 000 voix à chaque élection, persuadé de gagner l'élection parce qu'il est ministre en fonction, il part en roue libre. Il va traiter les uns de chauves-souris, l'autre va traiter les gens de faux Congolais. C'est eux qui sont spécialistes. Ce que les jeunes qui sont la majorité réelle de ce pays doivent comprendre, c'est que nous n'avons qu'un seul pays. Vous voyez la réaction qu'il y a lorsqu'on apprend que Bounagan est parti? C'est tout le Congolais qui s'élève. C'est tous les Congolais. C'est pour vous dire qu'en 97, lorsque le même Bounagan a parté, il n'y avait pas toutes ces réactions ici à Kinshasa. Aujourd'hui, le Congo est un corps. Et il faut vivre avec. Aujourd'hui, lorsque vous toucherez une seule femme à Beni, vous trouverez les jeunes de Bandal se fâcher contre vous. Ce qui n'était pas le cas quand le RCD ou le l'AFDL faisaient leur balade de santé. Et aujourd'hui, c'est plus possible. C'est pour ça que j'ai parlé de la seule arme que nous avons, c'est les urnes. Et le tribalisme... Les élections peuvent aider à freiner un peu cet élan de tribalisme, c'est ça? Oui, parce que mesure, les élections, je peux donner un exemple simple. Le vrai tribalisme, il arrive à quel moment? Lorsque vous avez des candidats nationaux humanitaires, humanistes, humanitaires, ou je ne sais pas moi comment on va les... Philanthropes, voilà le terme. Les philanthropes à géométrie variable. C'est-à-dire les philanthropes qui sont à Kinshasa, mais qui ne viennent qu'au secours de la population de Goma et de Lubumbashi, ou de Kalemi quelque part là, ou en tout cas dans l'Est. Oui, lorsqu'il y a un séisme là-bas, j'envoie l'argent. Mais lorsqu'il y a des gens qui meurent de faim au Kasaï, la philanthropie s'éteint. Lorsqu'il y a des gens qui meurent à Bwende, il n'y va pas. Lorsqu'il y a des gens qui meurent au Sankourou, il n'y va pas. C'est ça, les leaders que nous avons aujourd'hui. Merci, Omar Signalé. C'est eux aujourd'hui que la jeunesse doit prendre comme anti-exemple du développement si on veut vraiment faire de ce pays un pays. Je sais que c'est un très vaste sujet. Je voulais juste avoir votre point de vue, vos points de vue sur le sujet. Merci infiniment Jonathan Hello pour cette élégance dans l'échange, dans le débat, pour votre apport. Merci à vous également Jackson Lokadi. Il y a encore les arguments, mais bon. Oui, on reviendra certainement si les occasions se permettent, peut-être lors des émissions bien élaborées entre vous et moi. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Elle est peut-être particulière, ça c'est vrai. On voulait bien entendre parler les jeunes, plus calme en tout cas. Merci infiniment pour votre fidélité au programme de Télé 50. On se retrouve au prochain numéro de Version Croisée.